Bonjour à tous! Bonjour. Dans les salles françaises sortait cette semaine le film Le Défi du champion, un film italien dont l'un des personnages principaux est doublé par Félix Radu. On a joint le comédien belge depuis son studio à Paris et on vous propose une petite interview à bâton rompu. Mais tout d'abord, petit extrait vidéo qu'on vous retrouve juste après. Tu veux que je te dise? Quand ils ont réalisé que t'étais un génie du foot, te faire étudier est devenu le cadet de leurs soucis. Et je crois aussi que t'es un peu dyslexique. C'est quoi ça? Rien du tout, rien d'important. Alors, la Première Guerre mondiale. 1914, Yougoslavie, Sarajevo. L'héritier du trône austro-hongrois, François Ferdinand, est assassiné par un jeune étudiant serbo-bosniaque, Gabriel Principe. Et ça a pour conséquence L'ultimatum à la Serbie? l'ultimatum à la Serbie, qui est fait par, suis bien la flèche, L'Autriche? l'Autriche. Et qui a déjà de très fortes tensions avec l'Autriche et est aussi allié de la Serbie? La Russie. La Russie. Et elle fait quoi? Elle décide de la soutenir. En armant la frontière sur toute sa longueur. À ce stade-là, que fait l'Allemagne? À mon avis, elle est pas contente. Eh oui, elle n'est pas contente. Et qui est allié avec la Russie et déjà en désaccord avec l'Allemagne? La France. Exactement. Salut Félix! Bonjour. Bonjour Félix. Bonjour. Alors comment ça va à Paris? Ah bah écoute, ça se passe, il fait beau, il fait assez chaud d'ailleurs dans le nouvel appartement, j'ai pas encore trouvé la clim donc je brûle. On est déjà à J+2 de la sortie de ton film Le Défi du champion, enfin ton film dans lequel tu Mon doubles, film, à moi, je me dans fais lequel peur. tu doubles Christian, c'est ça? Alors il y a déjà eu des petits retours de ce qui s'est fait à Paris? Bah assez, ouais, j'ai des copains qui ont été, puis enfin j'ai demandé à des proches à moi d'aller voir et effectivement les retours sont pas mal, mais en même temps moi le film je l'ai beaucoup vu pour le doubler et il est vraiment très chouette. Enfin genre il révolutionnera pas le cinéma italien ou français, mais on passe un très bon moment et c'est un très bon feel good quoi. C'est chouette, puis je suis plutôt content, il est beau quoi. À fond. Alors avant de parler de ton travail de doubleur, je propose qu'on parle justement un peu du film. Justement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est la rencontre entre Christian, donc un jeune joueur de football, et Valerio, un enseignant un peu has-been, si on peut dire ça comme ça. Euh, Has-been, j'irai pas jusque-là, il est pas has-been. il n'a pas la télé, il connaît pas le personnage principal qui est un grand joueur de foot, donc il est un peu déconnecté à l'heure de la Ouais, réalité. mais c'est cool, c'est un peu old school. C'est vrai. Est-ce que c'est le genre d'enseignant que tu aurais voulu croiser, toi, dans ta vie, Valerio? Valerio, bah, je trouve que Valerio, il représente un peu l'enseignant parfait, c'est-à-dire qu'il est très focalisé sur l'élève et sur la manière dont il pourrait amener son savoir à l'élève. Il est très intelligent, très cultivé, ça se ressent qu'il a énormément de calme, euh, de plénitude. Enfin, il y a quelque chose de charmant quoi, chez Valerio, mais en même temps, le film est construit pour que la relation soit belle et soit jolie, donc ils se sont bien trouvés. Ça m'aurait fait kiffer ouais, d'avoir un professeur particulier comme lui qui fasse vraiment très attention à la manière d'enseigner. Davantage que sur le fond, parce qu'on répète à Christian, qui est joueur de football, que c'est un débile, qu'il est con, qu'il n'est pas fait pour être intellectuel. Et moi, c'est ce qu'on m'a beaucoup répété quand j'étais enfant. On me disait, oui, Félix, il est gentil, mais c'est pas un intellectuel, il faut le mettre en menuiserie. Et en fait, c'est juste que leur manière d'enseigner me correspondait pas et que j'étais complètement désintéressé du format, quoi. Donc je pense effectivement que l'enseignement, de manière générale, manque de Valerio, ou en tout cas, on ne donne pas la possibilité au Valerio d'enseigner de cette manière. C'est surtout ça aussi. Il y a de très bons professeurs qui sont un peu pieds et mains liés. Oui, c'est vrai. Bon, Christian, c'est un personnage un peu pédant au début du film. Il va se transformer au fur et à mesure. Donc, on n'a pas spécialement envie de le soutenir au départ. Et puis, on est très bouleversé, en fait, par les changements de sa vie et donc de son caractère. Oui, oui, bah après, je sais pas s'il est transformé parce que dès la première scène du film, il a quand même des petits sursauts de gentil, des Mhm. petits sursauts de. Et donc ça se voit que ça sommeille, mais que c'est juste qu'une sorte de carapace ou de vêtement qu'il a enfilé très rapidement en tant que personnage public pour se protéger. Parce que c'est très bien amené d'ailleurs dans le film cette situation où il est tout le temps sollicité par par des gens poison, quoi. Et donc je trouve que dès le début, moi je l'ai beaucoup aimé. Je suis genre, ah, il a une bonne tête, il a l'air sympa. Et j'étais plutôt content de jouer ce perso. Genre, c'était cool, un premier rôle à doubler comme ça. Et c'est un personnage qui est très exposé, en fait, dans les médias. Il est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est indispensable maintenant dans la vie maintenant d'une personnalité d'être aussi présent dans les médias? Non, pas spécialement, je pense pas. C'est pas nécessaire. C'est une philosophie de vie, quoi, de créer son travail ou non. Il y a des artistes comme Fauve à l'époque qui refusaient toute interview, toute apparition dans les journaux, et ça a très bien marché. C'était le talent pur, quoi. Sa musique marchait. Après, ça dépend comment tu veux gérer ton truc.
Moi, ça me dérange pas de m'exposer, ça me dérange pas de défendre ce que j'ai à défendre de visu. Après, ça dépend vraiment des personnalités des gens et puis leur manière de mener leur barque, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, les médias sont un peu assoiffés de nouvelles. Et comme toute l'information va très vite, c'est plus difficile de réussir à faire la part du vrai, la part du faux, et de gérer sa carrière mieux. Parce que je trouve qu'avant, les interviews étaient un peu moindres, mais plus savoureuses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, et on me fait souvent répéter la même chose, moi, personnellement. Du coup, bon, C'est vrai. Et c'est un film qui donne l'impression de se dérouler dans le monde du foot, mais c'est assez universel finalement. Ça pourrait être le foot, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et c'est ça qui est intelligent. C'est que ça peut être répulsif pour ceux qui n'aiment pas du tout le football italien en plus, donc on cumule. Mais c'est un film qui est, voilà, qui a des valeurs universelles vraiment, et ça c'est très chouette. bah, grave. Moi, j'aime pas spécialement le football. Je regarde aucun match. Je me sens totalement déconnecté de cette sphère économique, médiatique. Ça me désintéresse au plus haut point. Mais le film, c'est un prétexte, le football. C'est juste pour dire qu'une personne publique, un enfant un peu prodige, qui se fait vite solliciter, à qui on met des vêtements qui sont pas les siens, qui se retrouve un peu bloqué dans cette situation, dans son personnage. Comment est-ce qu'une personne qui est authentique, même trop authentique, tellement elle est renfermée sur son savoir, sur son bouquin, etc. Comment est-ce que ces deux personnes vont pouvoir s'aider et trouver la part d'équilibre dans la vérité, quoi. Donc oui, c'est universel comme film, c'est un feel good, mais plutôt bien foutu, je trouve. C'est vrai. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à La Rencontre de Forrester, où Sean Connery était un ancien écrivain reclus dans un appart et avait aidé un basketteur black à se mettre à écrire, en fait. Et je trouvais ce film fabuleux. J'y ai retrouvé énormément de choses. Oh, cool. Voilà, ils sont très complémentaires. Voilà. Je te propose d'écouter le premier extrait que je t'ai envoyé. D'accord, Donc, voilà. Tu essaies de me dire un peu ce que tu y reconnais. d'accord. Mi tocca mai. Cioè, abbiamo fatto questo tutta la giornata. So scemo, fammi che so scemo. C'est le défi du champion, c'est une réplique du défi du champion. Exact, ouais, c'est ça. Alors, ben justement. Oh. Yeah, un point, ding. Donc en fait, ben là, forcément, on vient d'entendre les voix originales des comédiens, donc de Christian et Valerio. Moi, j'ai vu le film en VO sous-titré, donc j'ai pas du tout pu entendre la version française, si ce n'est. Il faudrait y retourner, mais pour l'instant, il n'est qu'en France, mais qui sait, il nous parviendra peut-être. Ben voilà, ici, c'est l'occasion de parler justement de ton travail de doublage. J'imagine que tu as dû recevoir le lien du film et le regarder une série de fois, un script aussi, très probablement. Non, j'ai pas reçu le script. J'ai reçu le film en sous-titré français que j'ai regardé, mais alors beaucoup de doubleurs ne le font même plus tellement ils sont habitués à leur mécanique de travail. C'est plus un effort. Moi, comme c'était mon premier rôle, mon professeur de doublage, qui est aussi mon directeur artistique sur le projet, m'a envoyé le film et m'a dit vraiment, si tu veux te préparer quand même, parce que c'est un premier rôle, mate-le quelques fois. Et donc je l'ai maté 2-3 fois, histoire de voir les mimiques, la manière qu'il avait de parler, sa personnalité, enfin genre pour pas trahir son jeu, parce que c'est très responsabilisant comme truc de doubler un mec, parce que tu dois pas niquer son jeu, parce que si Ouais. tu te doubles mal, bah, il devient ridicule. Et donc c'est très particulier, ouais. Mais j'ai maté le film, et puis puis je suis arrivé là-bas, et c'était direct dans le bain, quoi. Tu arrives à la barre, et boum, première scène. Et t'as pas le droit de les mater 5-6 fois. Après, ils ont été super adorables, ils m'ont laissé 2-3 fois les premières scènes, mais sinon c'est... Allez, on enchaîne, on n'a pas que ça à faire, et c'est cool. Et ça se passe en combien de temps finalement, une journée de doublage, plusieurs jours, comment ça se passe? Non, c'est à ce moment, nous on l'a fait en une journée, Ah ouais. mais après c'est parce que un film, déjà de manière générale, ça dure 1 heure et demie, 2 heures, mais quand tu remets à seulement les répliques d'un seul personnage, bah, ça moindre. Et puis comme on ne les passe qu'une ou deux fois pour les entendre, et puis qu'on les double directement, et que la post-prod règle les tout petits détails quand tu te plantes, bah ça va assez rapidement. Après, ça dépend les doubleurs, hein. C'est-à-dire que moi, c'était ma première fois, donc je pense que ça aurait pu se faire très rapidement, et que j'ai mis beaucoup plus de temps qu'un gros vrai professionnel qui a fait ça 20 ans. Donc ils ont pris ce temps-là pour me former sur un premier rôle, et donc là, je me sens vachement plus apte à aller plus vite. Mhm. Donc il y a eu une espèce de travail de coaching, quoi, si je comprends bien quelque part. Oui, il y avait un regard de ce jeune homme, on va lui mettre le pied à l'étrier sur un premier rôle, parce qu'ils aimaient bien ma voix, que ça correspondait au rôle, et qu'on était en plein Covid-19, c'était très particulier. Et donc ouais, j'avais mon professeur de doublage qui était mon directeur artistique, qui du coup avait un petit regard paternel, genre je me sentais en sécurité, je savais que je pouvais me planter, qu'il allait me rediriger. Et puis j'avais l'ingé son, j'avais le directeur de prod du film qui était là, et c'était très, voilà quoi, c'était très dans le dialogue, très dans l'écoute. Il n'y avait pas une sorte de frontière professionnelle comme pour Disney. Je sais que Disney, ils ont plus le temps de niaiser, quoi. Ils prennent que des pros et ça va vite. Là, c'était très, on va faire au mieux pour que le film soit canon. C'était très familial comme équipe. Ok, bah tu parles de Disney, tu peux cliquer sur le deuxième extrait, tiens.
Vous savez, princesse, Ah, c'est Aladdin. à un moment donné, il faut prendre des risques. C'est Julien Luguette qui, Eh c'est oui. Julien Luguette qui double. Oui, bah, ton metteur en scène de ta pièce. Oui, mais lui, il est vachement plus fort. Il chante, il double, il joue, il danse. C'est un artiste multifacette. Il est bien plus fort. Il t'a donné des conseils justement de préparation. Non. Allez. Je lui ai dit, j'ai eu un rôle. Il m'a fait, putain, c'est trop cool, viens, on va boire des coups. Mais il m'a pas donné de conseils. Enfin, il m'a juste dit d'être à l'écoute du personnage et de prendre mon temps, de pas vouloir aller trop vite. Enfin, de pas me laisser impressionner par l'exercice. Il m'a dit, en vrai, une fois que tu te lâches et que tu te laisses aller à l'exercice, tout vient naturellement. C'est juste un coup à attraper, quoi. Il m'a dit, pour le coup, Disney, que c'était vachement plus sévère et que c'était une grosse responsabilité, qu'on la ressentait énormément. Et il m'a dit, toi, te mets pas cette pression, c'est un super film, c'est une super équipe, juste laisse-toi porter. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et c'était plutôt cool. Donc voilà. Et quoi, la première fois que tu rentres dans cette pièce, enfin moi ça me paraît un peu le Saint Graal, quoi. Tu rentres là, t'as les micros, t'as l'écran, t'as les petits trucs. Il y a un côté un peu pincez-moi, j'y suis ou pas du tout. Bah grave, bah, mais j'avais peur, quoi, je tremblais, j'ai pas beaucoup dormi la nuit, j'avais peur de pas être bien, j'avais peur d'arriver, de faire 2 phrases et que le mec m'avait dit, oh putain, mais qu'est-ce qu'on a pris comme type, mais rentre chez toi, camarade. J'avais trop peur et pendant la toute première heure, tout le doublage, je me suis dit, ils vont me dire d'arrêter. Ils vont me dire de rentrer chez moi, je suis nul. Alors, parce qu'en plus, t'as le studio où tu enregistres avec la barre, le micro, et t'as une salle de studio où il y a une énorme baie vitrée qui te sépare et on n'entend pas. Donc en fait, ils appuient sur un bouton pour te parler. Et donc parfois, je doublais et ils faisaient OK, attends 5 secondes. Et puis, tu les voyais. J'avais trop peur qu'ils se entendent dire, mais il est vraiment trop nul ce mec, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, non, c'était trop cool. Et donc, j'étais un peu dans un pince et moi, je rêve. Et puis, alors, surtout que j'étais le petit mec de 24 ans et qu'il y avait des doubleurs de 30 ans, 40 ans qui venaient doubler des seconds rôles, des petits rôles arrière. Et ils faisaient ça en 10 minutes. C'est genre, OK, Jean-Michel, vas-y. Il faisait ça, voilà. Merci Jean-Michel. Et t'as le mec qui rentrait, puis il partait. Et genre, moi, j'étais le petit cum qui avait jamais fait ça, qui restait toute la journée pour doubler. Et je me sentais un petit peu petit prince, tu sais. Et c'était vraiment trop cool de pouvoir s'entraîner toute une journée sur un rôle. Je le connais par cœur, Christian Ferro. Je le connais par cœur. Et justement, tu parles des autres voix. Alors avec François, on s'est pris la tête hyper longtemps parce que dans la bande-annonce, on entend les autres voix. Et celle qui joue Valérie, on s'est dit, mais on la connaît cette voix et on a cherché, finalement, il l'a trouvée. Il reste encore 6 mois, alors... Oui, je dirais que oui. La voix était vraiment familière. Et en fait, c'est le gars qui double donc Matthew Perry dans Friends, dans cette Chandler. C'est trop cool. C'est Ah, Chandler. Entre autres, il a fait plein Il a fait de Jim voix. Carrey aussi. Jim Carrey, c'est lui. D'accord, d'accord. Donc vraiment, voilà. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'ai pas encore entendu sa voix en VOSTFR. Du coup, comme il vient de sortir au cinéma, j'y ai pas encore été. Ouais. Donc, j'ai pas entendu la voix de Valerio encore pour de vrai. Donc, peut-être que celui, si c'est lui, c'est beaucoup trop cool. C'est génial. À fond. C'est pas mon genre de prendre les gens pour des cons. Et je vois pas en quoi c'est grave de pas savoir qui c'est. Vous cherchez quelqu'un pour enseigner, et ça, c'est mon métier. Si c'est pas le cas, alors celui qui perd son temps aujourd'hui, c'est moi. Et donc c'est une voix qui est familière, mais que tu entends dans plein de registres différents. Jim Carrey, il est vraiment tout le temps en Dans mode l'exubérance, voilà. ouais. Et ici, il est très posé finalement, et c'est ce qui était difficile en fait pour identifier la voix du personnage. Bah ouais, c'est à mon avis tout le travail de s'adapter à chaque fois au personnage que tu interprètes et ta voix doit se moduler. Après, on fait toujours avec ce qu'on est. Et je pense qu'on change vraiment jamais fort son timbre, mis à part pour les personnages très excentriques ou les personnages de dessins animés. Mais moi, de toute façon, c'est mon premier rôle, donc je suis vraiment parti de moi. Il y avait un peu de fantaisie parce que comme il parlait italien, il y avait parfois des tournures de bouche qui étaient trop cheloues, donc il fallait mettre un rythme un peu bizarre. Mais mis à part ça, c'était pas très éloigné de moi, quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir réexpérimenter avec des personnages plus calmes ou des personnages un peu plus fous et de faire des trucs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'Emmanuel Curtil, donc le doubleur de Valerio, est la voix officielle de Stefano Accorsi. Donc dans tous les films ou presque, c'est sa voix. Et donc on s'est dit, si ça se trouve, toi, tu seras la voix officielle d'Andrea. Bah ça me plairait de ouf. Ça me plairait de ouf. En plus, il joue pas mal, il est trop cool. Donc je lui avais envoyé un message Facebook et Instagram, comme un petit belge. Je lui ai envoyé un message pour dire salut, je suis ton doubleur français. Sache que je suis pas un belge. Ah. Et il a jamais vu, du coup, il a pas vu mon message. Toutes ces émotions que tu dois faire, parce que bon, il rit énormément finalement, ça doit être difficile de forcer son rire. Il y a quand même de la colère, il y a de la tristesse. Quelle est l'émotion que tu as le plus de mal à faire passer par la voix, étant donné qu'en comédien, tu peux te baser sur des mimiques, sur des regards, mais là, tout passe par la voix. Et donc, quel a été le sentiment le plus difficile à exprimer?
Bah en fait tout passe par la voix et pas que parce que vraiment le corps est très sollicité dans un doublage. Comme en plus c'est un sportif et qu'il passe sa vie à courir ce mec, bah, j'ai passé ma vie à faire des et c'est drôle de la différence qu'il y a entre quelqu'un que tu pousses et quand quelqu'un te pousse, genre c'est Ouais. et c'est des nuances qu'on n'emploie pas et qu'on réfléchit pas dans la vraie vie, mais dans un studio, c'est primordial. Et genre, vraiment, on s'est pris la tête pendant des heures en mode, il fait ou et c'est drôle. Et le plus difficile à jouer, c'était la colère, parce que autant la tristesse ou le sérieux, ce sont des choses qui sont très calmes, et donc t'as pas tellement besoin de montrer que tu es en mouvement, tu es immobile, tu t'intériorises et ça passe dans la voix, le timbre tremblant. Mais la colère, c'est quelque chose de tellement dans le mouvement, tellement dans que à la barre, j'étais comme un taureau en cage, quoi. J'étais non, mais arrête! Et c'est trop bizarre, t'as l'impression d'être schizophrène, quoi. Surtout quand il y a une scène dans le film où vraiment il est en colère, il gueule, il le pousse en même temps. Et c'est tellement dur de pousser quelqu'un en même temps que tu hurles, alors qu'en fait, t'as personne devant toi et que t'es tout seul. Et donc, on l'a recommencé plein de fois pour se mettre dans une sorte d'ambiance un peu. Il C'est ouf. faut aller chercher, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi, finalement, tes émotions. Et comme tu l'avais dit juste avant, comme tu as vu le film plusieurs fois, tu comprends aussi ce que traverse ton personnage. Et toi, ça te permet aussi d'évoluer un peu comme lui, un peu à Bien sa sûr. vitesse, de voir où il va aller, où il va tendre, et puis de tout de déchaîner, quoi. De ouf. Mais surtout, c'est plus facile parce que contrairement à un tournage, là, le doublage, il se fait dans l'ordre chronologique. Donc, on sent monter au fur et à mesure les enjeux, etc. Donc, effectivement, c'était plus simple à interpréter, ouais. Après, bah voilà, c'est le jeu, quoi. C'est drôle. Eh bien, écoute, on te propose de passer à l'extrait 3. Tu as raison, la vieille télé aussi. Et tous ces petits C'est bonhommes Toy Story. sur les calendriers, ils sont amusants. Bon, après, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est ton film d'enfance parce qu'il est comme. Enfin, on en avait Arrête. vu quelques extraits à Viva for Life et tu avais assez réagi sur Toy Story. Et donc, ça me permet de faire la transition avec le fait que j'ai lu sur un journal belge, je pense, dans un article d'un journal belge, que petit, tu aimais faire des doublages pour tes sœurs. Oui, enfin pour mes sœurs et pour mes copains, je faisais des enregistrements vocaux où je faisais des impros en soirée. Tout seul, ils me donnaient un thème et je les faisais rire, quoi. Je faisais des petits personnages un peu à la Donjon de la Hullbuck. Je m'amusais juste à transformer ma voix et à faire des petites personnalités un peu tarées qui communiquaient. C'était drôle, quoi. C'était vraiment des bons délires. Et c'est comme ça que je me suis dit un jour, j'aimerais bien travailler ma voix, enfin, j'aimerais bien faire des trucs. Et le doublage est resté dans ma tête en mode, un jour peut-être, je doublerai un personnage. Et c'est sûr que Toy Story, c'est mon dessin animé, je pense, préféré, celui de mon enfance. C'est celui que je trouve le plus drôle. C'est celui qui a le plus large spectre, qui peut autant plaire à des enfants qu'à des adultes. Il y a des blagues qui sont cachées partout, il y a des jeux de mots nuls. Nuls. Et les jeux de mots sont tellement nuls que ça devient du génie. On dirait vraiment que c'était juste une bande de potes qui a fait un film et qui se sont marrés à le faire. Et je ressens rarement ça dans un dessin animé. Parfois, c'est tellement carré qu'on se dit, waouh, ils sont mis le paquet, etc. Mais là, c'est tellement du délire. Ça part dans tous les sens. Tu dis, mais ils ont dû se marrer. Ils devaient avoir des bières en écrivant le truc en mode. Et là, le cochon, il dit, attention, je liquide mes économies. C'est beaucoup trop drôle. Et puis voilà, il y a des scènes qui m'ont marqué. Il y a des répliques que je ressors encore. Je trouve que Tomber avec panache, c'est une des plus belles répliques des dessins animés. Rien n'a été égalé depuis. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Rien n'a été égalé depuis cette réplique. Ah ouais. Moi, c'est Rex dans Toy Story que j'adore. Ah, non, mais oui. Non, mais... Mais qui est un peu disparu avec les derniers, mais certains vrai têtes, que- j'ai les bras trop courts, le jeu vidéo, génial, quoi. C'est vrai. Et je voulais savoir, mais par rapport à ce que tu dis, tu crois pas que justement le fait d'intégrer, par exemple, le doublage d'un dessin animé te permet peut-être de donner plus sans avoir peur finalement de dénaturer le personnage, puisqu'au final, quand tu doubles un film, tu dois quand même rester dans un spectre assez Réaliste, quoi. réaliste. Bah, tu dois rester Autrement, dans on la, va tu dois rigoler. rester dans la couleur. Tu dois rester dans la couleur de l'acteur pour pas le dénaturer, pour pas le Ouais. trahir, quoi. Tu peux pas trahir un acteur, donc tu es obligé de rester dans sa palette. Et s'il joue mal, bah, quelque part, tu dois doubler un peu ses erreurs aussi, quoi. Alors qu'un dessin animé, c'est vraiment un vase vide dans lequel tu peux mettre ce que tu veux, quoi. C'est toi qui lui donne sa personnalité, c'est toi qui lui donne son humour, son rythme. Donc c'est vraiment à toi de créer une entité drôle. Et je pense que c'est ça qui est vraiment encore plus fascinant dans les dessins animés, c'est que c'est toi qui crée tout de A à Z et tu rentres juste dans le... Ça m'amuserait beaucoup. Surtout un Toy Story, j'adorerais. Du coup, on a un extrait numéro 4, si tu le vois. Eh bien, dans ce cas, c'est très granuleux. Et grumeleux. Et puis alors, le pain. Jamais vu Paddington. Ah, bah voilà, mais c'est minouche comme tout. Et c'est Guillaume Gallienne, en fait, qui double Paddington. D'accord.
Et donc, on en vient à nouveau un peu à, forcément, on est toujours dans le truc du doublage, mais c'est de se dire que parfois, on a l'impression, en tout cas jusqu'à là, que les gens étaient cantonnés dans des cases. C'est-à-dire, tu as des acteurs de doublage et tu as des acteurs live. Mais on a quand même l'impression depuis quelques années que les cases se rétrécissent, tant mieux en fait. En même temps, tout se mêle. Et qu'on n'a pas peur d'aller chercher un acteur de la comédie française pour doubler un ours en peluche, quoi. Et donc ça, c'est magique. Donc, notre question par rapport à ça, c'était de se dire, toi qui es quand même, voilà, tu as fait une expérience ciné-live, tu as fait un doublage, est-ce que tu as ce ressenti peut-être de te dire, rien ne m'est fermé, c'est que je peux vraiment être multipasse, multifacette, et ça ne me dérange plus maintenant? Oui, j'ai jamais ressenti aucune case se refermer. Ça a été une appréhension, mais je pense qu'elle appartient à l'ancien monde. Je sais pas à quel moment elle s'est disloquée, je sais pas à quel moment les portes se sont ouvertes, mais je trouve que les métiers, de manière générale, communiquent tous de plus en plus entre eux, et que ce soit dans le cinéma ou même dans les autres métiers. Je pense que même un acteur peut commencer à faire de la menuiserie si jamais il a cette passion, et ça choquera personne. Je pense que tous les métiers commencent à un peu à être ouverts et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de jouer, j'ai envie de réinterpréter, j'ai envie de doubler, j'ai envie de faire un tas de trucs, et je ressens pas le besoin de me cantonner à un seul domaine. Ce qui est important, c'est de très vite communiquer ça pour pas que les gens qui te suivent se retrouvent un peu perdus et dépaysés en disant mais moi je voulais voir un acteur et je me retrouve avec un mec qui fait de la guitare. Mais une fois que les gens ont compris que tu as plein d'envie et que tu vas faire un tas de trucs sans abandonner forcément un créneau, ils sont plutôt ravis de te voir heureux et de te voir creuser, surtout que s'ils aiment ta personnalité, souvent elle se retrouve, peu importe ce que tu fais. Donc je sais pas, moi j'ai souvenir de Jacques Brel qui chantait, puis qui a commencé à faire des films, puis qui jouait dedans. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré quand j'étais petit. J'étais genre, mais cet homme sait tout faire. Ouais. Cet homme est génial partout. Et quand en interview il parle, on dirait un philosophe. Quand il chante, on dirait un poète. Quand il joue, on dirait un acteur. Et c'est un peu cette envie-là d'acteur complet, d'artiste complet que j'ai envie d'être. Elle est moins connue, ta facette de chanteur, et pourtant tu as déjà fait quelques morceaux. Oui, c'est pas vraiment de la chanson, c'est plus du rap ou du slam. Ouais. J'aurais adoré être chanteur, mais j'étais un petit enfant trop turbulent et les cours de chant m'ennuyaient terriblement. Et mes parents ont abandonné. Et je regrette, je leur en veux assez de m'avoir fait abandonner les cours de chant. Donc j'ai pas cette connaissance, j'ai pas cette capacité-là. C'est quelque chose qui me manque, je me sens un peu boiteux. J'aurais adoré savoir chanter. J'admire énormément les chanteurs et les artistes musicaux. Je trouve ça fascinant. Après, j'essaie d'en faire à ma juste mesure, quoi. Je trouve que le rap et le slam, c'est des choses qui me sont plus spontanées. Le rythme, etc., c'est des choses que j'arrive à entendre et à comprendre. Et donc, je fais dans ma hauteur, quoi. Puis si ça monte, et puis on verra. Grand Corps Malade, Félix, c'est pour l'an prochain. D'accord, on va monter ça. Il faut réussir à ce qu'il me contacte ou que j'arrive à le contacter. Mais j'ai été contacté par beaucoup de musiciens, de chanteurs, de chanteuses pour écrire des chansons, pour leur écrire des chansons. Ouais. Et donc, je vais m'essayer l'exercice après, je vais pas en parler parce que c'est trop neuf, c'est trop... On va voir si ça se fait, mais je vais essayer d'écrire pour eux. Et j'aimerais bien contacter un artiste que j'aime immensément, qui s'appelle Ben Mazué. Oui. Et j'aimerais vraiment beaucoup le contacter, voir si on pourrait pas faire un truc ensemble, avec lui qui chante, moi qui parle, ou enfin, essayer de faire un objet musical ensemble, parce que c'est vraiment un homme que j'admire énormément. On a une plume qui n'est pas contradictoire, qui pourrait se répondre. Et ça me plairait assez. Comme je vois que maintenant sur Facebook, j'ai suffisamment de gens qui me suivent que pour pas avoir l'air ridicule, elle arrive en mode alors que t'es le petit mec qui a 2000 personnes, là ça va, on se répond pas mal, donc ça serait pas mal. Donc je vais lui envoyer des messages et j'espère que ça va se faire. Et tu lui fais déjà un fameux clin d'œil à la fin de ta pièce, finalement, c'est son morceau que tu mets. Au début de mon seul en scène, c'est ces chansons qui passent pour que les gens viennent. Je me suis dit que ça lui faisait de la pub quelque part et puis que c'était une jolie ambiance. Et à la fin, effectivement, c'est Attends, moi j'arrive, qui est une musique qui... c'est trop beau, ça te galvanise, ça te donne l'envie de défoncer le monde, d'aller taper dans l'univers. Donc pour moi, c'est un des plus grands artistes contemporains vivants. C'est un des plus grands artistes et je comprends pas comment ça se fait qu'il soit pas encore à la hauteur des artistes que nous, on écoute dans les top 50, etc. Je comprends pas, c'est un poète. Bref, on va arrêter parce que le mec... Le mec, imagine. Il va se réveiller ce matin, il va faire mais qu'est-ce qui m'arrive? Et info ou intox, c'est une histoire de concours de slam en octobre. Oui, c'est vrai, oui. Il y a plein d'institutions étranges, des trucs parallèles qui m'ont contacté pour faire des trucs. J'ai un concours de poésie où je vais être jury, je vais lire des poèmes. Et il y a aussi cet événement de slam où on m'a proposé de venir déclamer un texte.
Et donc j'ai dit que je viendrais avec plaisir, moi ça me va, ça peut être chouette. Génial, à fond, c'est cool. On a un nouvel extrait, du coup, ça doit être le bon cette fois, je pense. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Nous faisions C'est notre petite Angèle ronde qui la double moitié dans Toy de la Story. Oui, c'est ça, exact. Bah du coup, on revient un peu sur les Belges qui ont doublé. Il y a Julie Taton qui a doublé certains personnages. Il y a Benoît Poulvord qui double chez Pataré Aubier dans Panique au village. Et donc on se demandait finalement, le petit Belge que tu es, tu n'as pas un accent belge hyper prononcé, mais quand tu arrives à Paris et que tu dis je vais être doubleur d'un film, donc une version française dans un film a priori produit par la France, en tout cas distribué par la France, est-ce qu'à un moment tu te dis oh là là, le petit mec il est belge, il risque d'y avoir des petites pointes d'accent ou pas du tout? Bah, peut-être sur le papier, mais de toute façon, avant de t'embaucher, ils reçoivent une démo sonore, donc ils entendent directement ta voix et ils savent si tu as l'accent belge ou si tu l'as pas. Quelquefois sur l'enregistrement, ils m'ont dit attention, tu roules TR. Ah voilà. Attention, là, ce mot-là, on le dit pas comme ça. Attention, ce O, ferme-le. Mais enfin, c'est des précisions comme un mec de France du Sud pourrait se faire taper sur les doigts en mode mec, attention, on entend un petit peu que tu viens d'autre part. Et donc voilà. C'est des précisions. Après, moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir très vite pris conscience que je voulais pas spécialement que mon accent belge prenne le pas sur ma prise de parole. Et donc, je l'ai très vite travaillé et j'arrive à le moduler. Quand je retourne chez mes parents, je le retrouve un peu sur le fond. Et puis, quand je reviens à Paris, je le perds très rapidement. C'est juste les R, parfois, ou certains mots que je garde, parce que je les emploie pas souvent. C'est plus simple. Enfin, c'est notre travail, quoi. C'est le travail d'interprète. Et avant ça, t'étais plutôt VO ou VF à choisir? Je regardais beaucoup la VO. J'étais très VO pour les films et la VF pour les dessins animés parce que finalement, c'est un travail qui se répond pas. Mais en m'intéressant au doublage, en commençant à prendre des cours, à rencontrer des doubleurs professionnels, je me suis rendu compte que la VF était vachement sous-estimée en France. On l'estime pas suffisamment et elle répond pas mal à la VO dans le sens où ça se complète. C'est trop intéressant de voir une VO et puis de voir la VF parce que c'est une interprétation d'interprétation. Et c'est un véritable travail. C'est comme c'est comme aller voir un spectacle. En fait, il y a le spectacle écrit, puis il y a le spectacle comment l'acteur le rejoue. Enfin, c'est du jeu, dans du jeu, dans du jeu. Enfin, et ça peut autant gâcher que sublimer un film. C'est comme mettre du sel dans un plat, quoi. Vraiment, le plat change pas, mais c'est juste la VF est vraiment, vraiment très cool. Ça regorge, en tout cas, d'artistes de ouf qu'on ne connaît pas suffisamment, qui sont pas assez reconnus pour leur talent. Parce qu'on dit, l'acteur de doublage. L'acteur de doublage, quoi, quand même, c'est un putain de travail. Ouais. Et puis ça englobe plein de professions, post-prod, le directeur artistique, l'ingé son. Donc c'est un véritable art qui englobe tout un tas de paramètres qu'on sous-estime terriblement. Et donc écouter une VF, ça fait bizarre quand on a l'habitude de la VOSTFR. Mais oui, c'est ça, de la VOSTFR. Et en vrai, c'est différent, mais c'est très intéressant. Et plus tu creuses, plus tu as à creuser. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit manque de reconnaissance. Ouais. C'est dommage. Ouais. C'est un peu le parent pauvre du cinéma. Je l'ai vu en publiant sur mon mur. Attention, j'ai doublé le rôle. Il faut non, mais la VF. Ouais, ça j'avoue. Moi la première. Je t'avoue qu'en général, je suis très VO, mais alors là, du coup. Et moi, pareil, au cinéma, je vais voir une VOSTFR. C'est juste que si jamais j'aime un film, regardez une fois la VF pour voir qui ils ont pris, savoir qui ils ont entendu dans comment il s'est démerdé sur le rôle, comment est-ce que moi j'aurais fait. C'est des trucs qui en fait sont très intéressants à creuser, quoi. C'est comme avoir des bonus. Dans le film, du coup, le défi du champion est sorti, l'affiche, etc. Et c'est con, mais j'ai regardé voir s'ils mettaient les doubleurs, tu sais, ne serait-ce que. Et j'ai regardé voir s'il y avait mon nom. Et je suis non, c'était con en même temps, ils vont pas mettre les doubleurs. S'ils mettent les doubleurs, il n'y a plus de place, quoi. On a eu la même réflexion hier. Nous, on trouverait ça normal. Ouais, je veux dire, c'est un travail tellement important. Tu es la voix du personnage. C'est clair. J'arrive pas à me prononcer parce que comme je suis le plus concerné, mais effectivement, genre je me dis, qu'est-ce que ça coûte de mettre en petit les doubleurs, ou ne serait-ce que des gros rôles qui ont vraiment du texte, ça reconnaîtrait leur travail parce que c'est un vrai putain de taf. Même le directeur artistique, même l'ingé son qui s'est fait chier à recalibrer. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais, t'as juste la petite cartouche pour ceux qui restent à la fin, du style c'est le film Marvel, je vais voir s'il y a une petite scène post-générique, et puis là t'attends et tu vois ton petit Et du coup, la dernière voix, c'est l'extrait numéro 7, ça je crois que tu la reconnaîtras facilement. Hey, allez, viens, on part, on crie, on danse, mieux. C'est moi. En bonus. Je déteste mon tante, pourquoi t'as fait ça?
Eh ben écoute, non, mais je trouvais ce texte-là, je crois que c'est un de ceux qui a été le plus repartagé, je pense, sur les réseaux sociaux. Mais quand même, beaucoup de personnes t'ont découvert par ta voix. Quand ils étaient dans leur radio, ils écoutaient la première et ils se sont dit waouh, mais qui c'est ce jeune homme derrière cette voix? Et c'est génial, quoi, cette aventure. Et quand même bien la preuve que la voix compte autant que l'écriture. Mais on trouvait ça génial, en fait, finalement. Oui, oui. Bah, moi, on m'a souvent dit que j'avais une belle voix dans ma vie. Tu vois, enfin, quand je grandissais, on me disait t'as un chouette timbre de voix, t'as une manière de parler qui est un peu atypique. Prends soin de ça, puis peut-être fais de la radio, ce serait sympa que tu fasses de la radio. Et puis, effectivement, les chroniques ont bien marché. Après, j'en fais quand même depuis un moment. Il s'avère qu'il y a eu un coup de cœur sur des chroniques. Je pense que les gens ont aimé m'entendre, mais ce qui a fait que ça a marché, je pense, c'est aussi qu'ils aient retransmis la vidéo. Et ça, je l'ignorais au début qu'il y avait une caméra dans les studios. Ce qui est une faute de ma part, je ne me suis pas renseigné, mais j'ignorais qu'ils filmaient. Et en fait, comme je suis à la base un comédien, un acteur, et que moi j'ai besoin d'interpréter pour pouvoir dire correctement, je me suis permis des mouvements qu'à mon avis un chroniqueur, un mec qui écrit et qui joue pas spécialement, se permet pas. Et c'est ça qui a dénoté sans doute et qui a plu aux gens, c'est de voir un mec qui incarne et qui veut incarner et qui du coup se met en mouvement. Après, bon, il y a des gens qui détestent, hein. Je reçois des commentaires parfois, coupez-lui les bras. Bon, on peut pas faire à tout le monde. Mais je pense aussi que c'est ça qui a fait que c'est devenu quelque part un peu viral, entre grosses guillemets, et que les chroniques se sont bien partagées. C'est que ça change, quoi, d'avoir un mec qui... Allez, viens! Ouais. On part! Voilà. Non, c'est cool. Ouais. Et puis, forcément, comme on l'a dit, c'est devenu viral. C'est-à-dire, nous, on a plein de personnes qui, du jour au lendemain, tu te connectes à Facebook et tu vois, ouais, génial, le petit jeune et tout. Tu te dis, mais c'est devenu... Enfin, il n'y a pas une personne de notre entourage Facebook, en tout cas, qui n'a pas repartagé à un moment donné une de tes chroniques, quoi. Ça, c'est hallucinant. Bah, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça s'est vachement partagé. Après, je réalise pas énormément parce que l'esprit humain est pas fabriqué pour comprendre ces énormes chiffres. Mais au début, j'étais tellement fier. J'étais, waouh, on est à 2000 partages. Mais tu te rends compte, 2000? Puis là, maintenant, on est à 6 millions. Et tu sais, je suis genre, wow, 6 millions. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Déjà, 2000, c'était énorme. Et maintenant, en fait, c'est con. Parce que je suis devenu une sorte d'enfant gâté, dans le sens où 1 million, je suis genre... Alors qu'en fait, à la toute base, à la toute première chronique, quand on arrive à 2000, mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je me sentais comme une star dans la rue. J'étais genre, quelqu'un va venir me saluer, c'est sûr. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ouais, aujourd'hui, quand j'ai été faire une émission radio en Belgique il y a une semaine et demie, je me suis fait arrêter 2-3 fois pour faire des photos. Et en dehors du spectacle, ça m'est rarement arrivé. En dehors de mon spectacle, ça m'est rarement arrivé que quelqu'un vienne me dire on aime ce que tu fais. Et là, ça arrive de plus en plus souvent. Et je pense effectivement que les chroniques ont été partagées énormément, et qui ont fait que ma page Facebook a d'autant explosé, que mon compte Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça a été beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. D'ailleurs, ça m'a fait un peu bader à un moment, étrangement. Je pensais que ça allait être un bon moment à vivre, mais en fait, quand tu reçois trop d'amour, ça... Je sais pas, j'ai une sorte de syndrome de qu'est-ce que je dois faire? Je me suis enfermé chez moi, j'étais dans ma chambre, j'étais mais arrêtez de m'aimer. La grotte. La grotte. Je ne suis pas aimable, arrêtez. Mais c'était trop, quoi. Et en fait, une fois que tu arrives à accepter ça, juste du fait que tu fais du travail et qu'il est reconnu, c'est chouette. Et donc j'espère que ça va continuer et que je vais continuer à faire plaisir aux gens, quoi. Parce que ça a l'air de non seulement parler aux gens, mais de les aider et d'être utile. Et ça me plaît d'autant plus que je suis pas juste là pour les distraire, quoi. J'ai la sensation que ça a été tapé autre part encore. Il y a des gens des proches à moi ou des gens inconnus qui m'ont envoyé, écoute, j'ai écouté ta chronique et j'ai appelé ma femme ou j'ai appelé mon homme et on a pris un week-end, on est parti. On avait toujours rêvé d'aller voir la mer, on est parti voir la mer avec l'enfant. Et je trouve ça émouvant, quoi. Ça me fait plaisir que ce qui galope dans ma poitrine, ce qui tape tous les soirs et que j'arrive pas à dormir, ça puisse provoquer des insomnies autre part, quoi. C'est bien de rappeler les essentiels aux gens et puis ça me fait plaisir de pouvoir être le porte-parole de la jeunesse, du rêve, tu vois, de la fougue, quoi. Voilà. Puis ça prouve aussi que Facebook peut mieux marcher que Tinder parce que je crois que depuis, il y a déjà eu... Je sais pas, non, je pense, après j'ai eu Tinder, je pense, une semaine, donc je peux pas vraiment en parler, mais c'est sûr que j'ai reçu beaucoup de messages de gens à tendance féminine qui m'ont déclaré leur amour ou leur élan de tendresse. Et donc, parfois, il y a des messages qui sont très intelligemment amenés, qui sont très astucieux et qui m'ont fait beaucoup sourire. Ça, c'est drôle parce que c'est vraiment des petits combats d'escrime.
Et je trouve ça marrant la manière dont elles amènent parfois leurs trucs. Ça me fait beaucoup rire. Après, il y a beaucoup de mecs aussi, évidemment, hein, parce que c'est pas. Mais parfois, c'est un peu fou. Il y a des gens tarés dans le monde, hein. Il y a des gens qui font un peu peur et qui m'ont fait peur. Mais oui, j'ai reçu beaucoup de messages et puis d'affection. Bah, tant mieux. Après, tant que ça moi, je suis pas spécialement, je fais pas ça pour ça, donc je laisse une énorme limite professionnelle dans le sens où tu apprécies ce que je fais. Et parfois, d'ailleurs, je dois recadrer quand ça déborde sur le personnel. Je dis attention. Enfin, t'es tombé sans doute sous le charme d'un personnage, d'un public. Mais moi, tu me connais pas, à vrai dire. Et il faut que ça reste. D'ailleurs, c'est charmant hein, que tu m'apprécies, c'est charmant. J'apprécie énormément ça. C'est juste, il faut recadrer et pas tomber dans des choses qui sont pas saines, quoi. Donc, je dépose pas la limite professionnelle. Je trouve ça charmant, audacieux. Ça me plaît énormément. Je trouve ça cool de pouvoir échanger avec autant de personnes. Puis, ben voilà, c'est tout. Et tu disais qu'il y avait des rêves qui battaient dans ta poitrine. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Que toutes ces propositions qui ont émergé grâce aux chroniques et grâce à cette visibilité soudaine ne soient pas brèves et sans avenir. J'espère que toutes les petites étincelles de travail qui sont apparues, j'arrive à les faire prendre, quoi, à les faire s'embraser. Là, j'arrive pas à me réjouir, c'est bête, mais il se passe plein de belles choses et j'arrive pas à me réjouir parce que je me dis, tout peut partir, quoi. Je me méfie des buzz, je me méfie terriblement des buzz. Je suis pas un mec à buzz, moi. Buzz l'éclair, Ranger de l'éclair. Je suis pas un mec à buzz, donc je me méfie terriblement et donc je me réjouis pas. Je suis tout le temps en train de cravacher, de travailler. Là, je continue d'écrire. J'ai plein de projets sur le feu. Et donc, je me réjouirai que quand je serai mort. Je me réjouirai que quand tout ça sera dans mes mains. Parce que pour le moment, c'est beaucoup de parlotte, c'est beaucoup de propositions. Mais on verra. Peut-être ça va être la belle année. Si le Covid-19 nous laisse tranquilles. Si cette connerie de Covid-19 arrête de faire chier et de flinguer des gens, ce qui serait sympa, normalement, ça va être une belle année. On te la souhaite en tout cas. Et vraiment, on te remercie d'avoir répondu à notre appel et d'avoir accepté de parler de tout finalement, de cinéma, de ta carrière, de plein de choses. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur et on espère que voilà, on te retrouvera un jour ou l'autre sur les grandes toiles blanches et en vrai pour discuter de ces projets-là. On se retrouve très vite pour boire des coups. Voilà, on buvons des coups. Salut Félix, bisous. Attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive.